On va parler de la CGT parce que c'est un sujet qui est très peu traité, mais figurez-vous que le secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT Nord a été convoqué devant le tribunal ce jeudi pour apologie du terrorisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était soutenu par Sophie Binet, notamment, qu'il était soutenu également par Hugo Bernalicis. La CGT LFI soutenait... par Jean-Luc Mélenchon. Et par Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Ne l'oubliez pas. Elle soutenait ce monsieur qui... pourquoi ? Parce que il a écrit, le 10 octobre dernier, la fin de l'occupation et la condition de la paix en Palestine. Pourquoi pas ? Mais surtout, il a écrit « Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. » C'est bien fait pour eux. Voilà ce que Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Donc évidemment, c'est extrêmement choquant, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un comité de soutien devant le tribunal, Jean-Luc Mélenchon, Sophie Binet. Je rappelle que Sophie Binet ne veut pas venir ici, mais elle préfère manifestement soutenir quelqu'un qui, de manière implicite ou non, soutient le Hamas, parce que c'est ça, cette phrase-là. Et le solidaire avec ses troupes de la CGT. Exactement. Et l'apologie du terrorisme est passible de 5 ans d'emprisonnement. Et ce monsieur a été, comment dire, on saura le 16 avril, je crois, le 18 avril, le délibéré sera rendu. Le réquisitoire a été rendu ce jeudi, 12 mois avec sursis pour ce monsieur qui soutient implicitement, j'ai mis un point d'interrogation, nous avons mis un point d'interrogation, voilà, faut toujours laisser une possibilité de nuance, bien évidemment. Sur l'interprétation du texte. Sur l'interprétation. Ça sera au tribunal. Ce sera au tribunal. Ce sera au tribunal. Ce sera au tribunal. Mais c'est vrai que cette phrase. Et alors, ce qui m'étonne évidemment, c'est que peu de gens en parlent. Vous imaginez si c'était un syndicat de droite ou même le Rassemblement national qui avait une position comme celle-là. Pas un mot là-dessus, donc qui ne dit mot consent, comme toujours. Je vous propose d'écouter Gilles-William Goldnadel, qui était hier avec nous et qui a réagi sur ce sujet. Je veux surtout dire qu'aujourd'hui, le banc et l'arrière-banc des Insoumis et de la CGT étaient à Lille pour défendre un CGTiste qui a fait l'apologie du 7 octobre. Et Madame Binet et Monsieur Mélenchon étaient main dans la main à Lille. Ils étaient présents à l'audience. Ils sont venus soutenir le CGTiste qui a fait l'apologie du 7 octobre. On en est là en France aujourd'hui. Vous avez le leader d'un parti politique et la patronne d'un des syndicats les plus importants de France qui vont défendre quelqu'un qui fait l'apologie du 7 octobre. Tract du 10 octobre, signalement du préfet, plainte déposée de l'association Jeunesse française juive, avait à l'époque fait réagir le préfet qui avait dit « Cela, c'est violent », commentait de son côté Guy Bensoussan, président de la communauté juive de Lille, dans la Voie du Nord. Le préfet s'était fendu d'un signalement et l'association Jeunesse française juive a déposé donc une plainte. Ce monsieur s'appelle Jean-Pierre Delesco, il a comparu donc hier et on aura le résultat, je vous l'ai dit, le 18 avril. C'est tout à fait symptomatique, je crois, la trajectoire historique dans laquelle est engagée la gauche française. Cette gauche qui a tourné le dos à la laïcité, à la République qu'elle défendait historiquement pour mieux embrasser l'identitarisme ethno-religieux identitaire. Et par ailleurs, je ferai quand même un parallèle avec ce qu'on voit en ce moment sur les débats relatifs à l'école, puisqu'on parle toujours de l'affaissement qui a lieu au sommet de l'État, mais il y a un affaissement dans le corps enseignant et chez les syndicats. Joachim Le Floch-Imad. Par exemple, je rappelle que la quasi-totalité des syndicats en 2004 étaient contre la loi sur les signes religieux ostensibles à l'école, puisqu'elle considérait que cette loi est une entreprise de relégation des musulmans. Je vous ai entendu, cher Pascal, hier à Europe 1 débattre avec un proviseur syndiqué qui disait que les problèmes aujourd'hui n'étaient pas plus graves qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est ça, les syndicats ont tout à fait tourné le dos. Cet échange était saisissant. Et c'est sidérant. Parce que je lui ai dit, mais il y a 2 professeurs qui sont morts et vous aviez un représentant d'un syndicat de proviseurs qui effectivement disait, il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. C'est la culture de l'omerta. Quand il y a un problème, on casse le thermomètre parce qu'on se refuse à voir la réalité. On ne peut pas résoudre les problèmes avec ça. Bon, là, ce qui m'intéresse, c'est la gauche, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est la CGT, bien évidemment, qui donne des leçons de maintien, notamment à CNews, et qui va soutenir quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. Ceux qui étaient devant le tribunal,
de Lille ne seront pas devant l'école Maurice Ravel pour soutenir le professeur, le proviseur qui a dû démissionner sous la pression des islamistes parce qu'il était en danger. C'est intéressant, il y a un rassemblement du PS ce matin devant l'école Maurice Ravel. Et il y a pas serait capable d'aller dire à leurs alliés de la NUPES, à savoir la France Insoumise, que ce qu'a fait Daniel Simonet est une honte, à savoir mettre en danger ce professeur, ce proviseur, en relayant les fake news de l'élève sur les André Valigny, qui incarne la gauche républicaine, et je sais où votre cœur balance. En Isère, non, mon cœur ne balance pas. Votre cœur se place même, vous avez raison. En Isère, nous avons le cas d'un élu socialiste à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, qui a dit que le 7 octobre a une position plus qu'ambiguë sur le 7 octobre, en disant que le Hamas était un mouvement de résistance. Il a été suspendu du Parti socialiste, nous allons l'exclure bientôt, ils vont l'exclure bientôt, je pense, parce qu'il a été condamné par le tribunal, la justice est sévère, et la maire communiste d'Échirolles lui a retiré ses délégations. Donc vous voyez que la gauche républicaine est sévère à l'égard de ce genre de dérive, et que la justice aussi a été sévère à l'égard de cet élu socialiste d'Échirolles qui avait dit que le Hamas s'était comporté en mouvement de résistance. J'ai pas entendu beaucoup de cadres du PS condamner Daniel Simonet. Moi, je condamne Daniel Simonet. Vous avez évidemment raison. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. L'autre sujet du jour et qui est proche du 7 octobre, c'est cette photo qui, effectivement, a peut-être déclenché une polémique. La photo de l'année, puisqu'elle est considérée comme ça, c'est l'agence de presse Associated Press qui a remporté le premier prix de la Team Picture Story of the Year, notamment grâce au cliché montrant le corps à moitié nu de Shani Louk gisant à l'arrière d'un pick-up du Hamas le 7 octobre, après qu'elle a été brutalisée et kidnappée au festival Nova. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la photo, mais ça peut être une photo journalistique. Et hier, je parlais de cet enfant qui avait été au Napalm, qui est une photo historique. Au Vietnam. Et de la même manière, c'était une photo saisissante, mais qui dit quelque chose. Mais là, la polémique est différente, parce que celui qui a pris la photo serait, d'une certaine manière, proche des terroristes, ou aurait été prévenu de l'attaque terroriste, et c'est pourquoi il se trouvait sur place. Je vous propose d'écouter Lise Benkemoun, qui est rédactrice en chef de Radio Judaïka, et qui expliquait cela. Ce prix est entaché par le fait que Ali Mahmoud, le photographe qui a pris cette photo, a accompagné les terroristes du Hamas depuis le début des massacres, et donc il y a de forts soupçons de collaboration avec l'organisation terroriste. C'était pas vraiment une surprise le 7 octobre. Il y avait déjà uniquement des gens qui étaient complices du Hamas et qui pouvaient prendre des photos ou venir filmer à Gaza. Et souvent, c'est vrai qu'il y a dans ce métier des gens qu'on appelle des fixeurs et qui venaient avec des équipes occidentales pour faire un certain travail. Ali Mahmoud et Atem Ali, deux photographes en question, là-dessus, clairement, beaucoup d'associations, y compris de journalistes, disent qu'ils n'ont pas fait un travail qui est conforme à la déontologie de notre métier, qu'il ne s'agissait pas de montrer ce qui se passe en temps de guerre, mais qu'ils ont été prévenus par le Hamas dès le début de ce qui s'était passé. Bon, c'est vrai que de ce fait, ça peut interroger sur le prix qui est donné à ce photographe. Oui, moi je comprends tout à fait, je partage ce que dit Lise Benkemoun. Il y a une violation manifeste des règles d'éthique, de déontologie de ces photographes qui ont été manifestement prévenus. Ils ne sont pas complices, mais finalement, quelque part, ils assurent quand on est prévenu et qu'on fait rien, ils assurent, oui, on pourrait éventuellement trouver de la non-assistance ou la non-dénonciation de crimes qui va se commettre. Tout à fait. Mais en tout cas, ça participe quelque part à une forme de propagande, cette photo. Oui. De ceux qui cherchaient justement à faire voir ce qu'ils étaient en train de faire. Dans l'actualité, évidemment, on parlera de la laïcité à l'école, mais je vous ai écouté tout à l'heure, Eugénie Bastier, j'ai trouvé comme toujours votre éditorial d'une très grande intelligence, d'une très grande pertinence, et qui en dit beaucoup sur cette loi de discrimination capillaire qui a été votée à l'Assemblée nationale, et qui en dit beaucoup sur le rapport aux lois. Vous citez Montesquieu, pardon, dans votre... Changer la loi que d'une main tremblante. Oui. Mais aujourd'hui, nos députés sont tremblants plutôt de fébrilité. Alors... En plus, il y a eu deux lois cette semaine. Il y a eu la loi sur le congé menstruel proposée par Europe Écologie Les Verts qui a été retoquée, mais une loi très curieuse puisque dans les exposés des motifs de la loi, il était écrit qu'on parlait de personnes menstruées, donc le mot femme
où on disait que les personnes LGBTIQ+ pouvaient aussi avoir leurs règles. Donc ça vous dit à peu près l'ambiance woke qui est autour de ces présupposés. Et il y avait cette loi sur la discrimination capillaire. Alors on peut se dire oui, pourquoi pas. Allons, c'est vrai que c'est pas gentil de se moquer des gens pour tel ou tel, pour les cheveux ou pour ça peut être blessant d'avoir des remarques sur les cheveux frisés, etc. Mais ça dit un contexte, c'est-à-dire qu'il y a déjà 25 critères de discrimination dans notre droit. La discrimination sur le physique est déjà interdite. On va rajouter un nouveau critère. Les employeurs sont déjà soumis à un nombre de normes invraisemblables. Les prud'hommes sont pleins de procès. Enfin, je trouve ça absolument grotesque, je le dis vraiment. C'est très piégeux, parce que si on attaque cette loi, il y a le risque de se faire traiter de raciste. Mais parce que ça concerne, ça n'a rien à voir, sauf que ça concerne plutôt les femmes qui ont des cheveux frisés et qui sont obligés de les lisser. Personne ne les oblige. Et c'est ce qu'avait dit Michelle Obama. D'ailleurs, Michelle Obama, elle a dit ça dans son livre, mais elle continue à se lisser les cheveux. Je regardais des photos d'elle récemment, donc il faut à un moment être cohérent. Elle se plaint d'avoir dû se lisser les cheveux, elle continue de se lisser les cheveux. Donc ça a été piégeux. Donc c'est très piégeux pour ça. Oui, mais est-ce que c'est à la loi de régler ce problème ? Mais non, mais évidemment que ça ne l'est pas. Évidemment que ça ne l'est pas. Bien sûr, les entreprises, c'est... Je pense que les anciens législateurs, enfin, je pense que tu partages le même avis. Est-ce que c'est le plus gros critère de discrimination ? Trop de lois tue la loi. C'est la beauté le plus gros discrimination dans l'embauche. Oui, mais personne ne vous dira que vous n'êtes pas embauché parce que vous ne correspondez pas au canon de la beauté. Je pense qu'il y a des gens, vous verrez, on y viendra. Il y aura la discrimination esthétique. Un critère qui n'a pas été pris en compte esthétique. pour vous. Ouais, je l'ai vu venir, mais là-bas, je l'ai vu venir. Il faudra définir les canons de la beauté. Mais quand je vous regarde, je me dis que tout est possible. Il n'y a pas arrêté dans ça. Cet âge est sans pitié. Monsieur Vanini. Eugénie a cité Montesquieu. Non, mais elle a raison. Elle a cité Montesquieu qui disait qu'il fallait toucher aux lois d'une main tremblante. Oui. Il a dit une phrase encore plus forte. Il a dit les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Non, mais ça va dans le livre que vous avez écrit d'ailleurs, La dictature du ressenti. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est imparable. Moi, je l'ai entendu, ce monsieur. Il te dit, les gens sont blessés. Les gens sont blessés. Oui, le droit de ne pas être offensé. Mais tu es piégé par ce type de discours. La vie est faite de gens méchants, de discours blessants. Oui, on en a vu tout à l'heure. On a eu un exemple il y a quelques secondes. Ces problèmes. Il y a aussi les mœurs, il y a aussi l'éducation. Mais je suis d'accord. D'ailleurs, ça progresse dans les mœurs aujourd'hui. On ne ferait plus les mêmes réflexions à une personne qui est d'origine africaine qui lâche ses cheveux, comme on le faisait il y a 10 ans ou à 20 ans. Les mœurs progressent déjà. J'ajoute, on envoie à la télévision. Georges Fenech. Tant mieux, moi c'est une loi qui sera inefficiente. Oui, bien sûr. Parce que comment voulez-vous prouver, enfin une question de preuve, que vous n'avez pas embauché une femme parce qu'elle avait les cheveux frisés. Vous imaginez le débat devant une juridiction correctionnelle. Les gens pourront venir avec les cheveux effectivement bleus, verts, orange. Ça devient grotesque. Oh, il y a bien des gens qui vont par exemple dans des auditions à l'Assemblée habillés avec des peaux de bête. Névrose américaine sur la société française qui a une histoire, un imaginaire différent. Quand j'étais à Sciences Po, il y avait une association qui s'était montée qui s'appelait Science Curls, qui avait vocation à lutter contre les discriminations à l'encontre du cheveu crépus. À l'époque, je m'étais dit que c'était une lubie intersectionnelle de plus. Aujourd'hui, on voit que c'est une traduction dans la loi, donc ça raconte quand même une lame de fond qui traverse la jeunesse française et c'est très grave. Les minorités, en fait, mais les minorités font 50 000 fois, c'est les minorités actives. Alors moi, je ressors mon petit concept des lois non écrites, que j'adore. Il y avait des lois non écrites avant. Alors c'est quoi une loi non écrite ? Quand tu vas devant l'Assemblée nationale ou la représentation nationale, tu mets une veste et une cravate. C'est écrit nulle part. Même les députés mettent plus de cravate. C'est écrit, c'est tout fout le camp, mon bon monsieur. Non, mais c'est bon, non, mais non. Aujourd'hui, ce n'est pas figé. Non, mais c'est loi non écrite. C'est formidable d'ailleurs ce concept-là. Oui, bon, en tout cas, bravo pour votre. Et les mœurs font des meilleurs citoyens que les lois. Oui. Et aussi, aujourd'hui, on n'a plus de mœurs, donc on fait des lois. Qui disait ça ? Montesquieu encore. Il faut lire Montesquieu. Donc ce week-end, ça sera votre programme de Pâques. Mais alors, on peut réécouter votre chronique sur Europe 1. D'abord tous les vendredis. Et c'est vraiment à chaque fois une chronique remarquable, comme on peut vous lire dans le Figaro, parce qu'hier votre papier était également remarquable. Vous l'avez vraiment bien fait de venir. Non, bon. La laïcité, un rassemblement au lycée Maurice Ravel. 3 jours après l'annonce du départ du proviseur d'un lycée parisien menacé de mort après une altercation avec une élève, vous le savez, pour qu'elle enlève son voile. Alors, ça fait quand même réagir, même si hier soir... J'ai cru tomber de ma chaise. Oui, c'est mon canapé. Oui. Pour Jean-Michel Apathy,
il s'est rien passé. Tout va bien. L'État a été à la hauteur. Nicole Belloubet est allée sur place. Gabriel Attal va porter plainte au nom de l'État contre l'élève calomnieuse. Tout va bien. Il y a pas c'est comme le rectorat. Parce que l'avocat est en train, quand même, du proviseur, de démonter ce qu'a essayé de nous faire gober le rectorat. Ils n'ont pas réussi en nous faisant croire qu'il partait par convenance personnelle. Non, il part parce qu'il est menacé de mort. Et donc, il y a un proviseur qui doit partir en retraite anticipée parce qu'il est menacé de mort. Mais pour Jean-Michel Apathy, c'est pas une défaite de l'État. Mais c'est ça qui est bien, la liberté d'expression. C'est bien. Mais bien sûr. Mais c'est ça, la liberté d'expression. Il a critiqué la une du Parisien, il a critiqué le Figaro. Nous, il nous a pas critiqué, mais enfin, il en pensait pas moins. Mais peu importe. Alors, il doit être plus ennuyé parce qu'effectivement, c'était le Parisien. Le Parisien, c'est difficile de les traiter de fascistes, de racistes et de tous les noms. C'est plus facile pour nous, j'imagine, pour Monsieur Apathy. Mais c'est formidable, ça, la liberté d'expression. Au contraire, moi, je l'encourage à dire n'importe quoi. Ça fait quelques années qu'il est spécialiste quand même dans cet exercice. C'est intéressant. Ceux qui étaient devant le tribunal, encore une fois, de Lille pour soutenir le monsieur de la CGT qui ferait l'apologie du terrorisme, ils seront pas devant l'école Maurice Ravel pour soutenir le proviseur. C'est intéressant de voir qui ils soutiennent et qui ils ne soutiennent pas. Écoutez. Voilà. Il a le droit, moi ça m'arrive de l'appeler, on échange ensemble, on n'est pas d'accord, et qu'est-ce que vous voulez, il a le droit. D'accord. Bon, Augustin Donadieu, voyez le sujet sur la laïcité. Il a décidé de quitter son établissement après des menaces de mort répétées et des mensonges colportés sur les réseaux sociaux. Des faits qui ne sont pas sans rappeler l'assassinat de Samuel Paty, selon l'avocat de l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel. Tout est parti dans l'affaire Samuel Paty, comme dans notre affaire, par un mensonge d'une adulte qui a été relayé par les réseaux sociaux, dans les conditions que vous connaissez. Et ces réseaux sociaux, avec des personnages qui sont diffusés à travers toute la France, se lancent dans des propos et des menaces de mort. Dans l'affaire Samuel Paty, malheureusement, c'est allé jusqu'au bout. Face à la pression et au danger, le proviseur du lycée a quitté ses fonctions pour raison de sécurité. Pour des raisons de sécurité, il s'est mis de côté dans son établissement. Il se trouve actuellement, et ça vous intéressera, en autorisation spéciale d'absence. Donc il n'est ni à la retraite, ni en maladie. Il fait partie de ces professeurs et de ces chefs d'établissement qui, face au danger, ne se mettent pas en congé, sont présents. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a indiqué que le proviseur n'était pas sous protection policière, mais que ce dernier avait un accès direct à la police et à la protection judiciaire. C'est quand même une affaire, il y a des affaires qui montent comme ça en pression. Et elle est montée, cette affaire, uniquement parce que la presse s'en est... D'abord, oui, alors... Mardi. Oui, mais pas que nous, pour le coup, parce que nos camarades de BFM également sont montés sur ce sujet, si j'ose dire. Et effectivement, après, il y a eu donc réaction le mercredi du politique, puisque Gabriel Attal a dit « je vais recevoir le proviseur ». Autrement, on a le sentiment que si cette affaire n'est pas publique, en fait, il n'y a rien. Ouais. C'est la presse qui la porte. C'est bien, le rôle de la presse. Hein. Oui, mais... Et le rectorat qui va dans le pas de vague jusque dans la réaction, en faisant croire que c'est par convenance personnelle. Il y a un très bon film que j'ai vu hier qui s'appelle Pas de vague, justement, et qui montre bien la fabrique du mensonge. Dans cette affaire, ça part du mensonge d'une élève qui a dit avoir été giflée, c'était totalement faux. Samuel Paty, ça partait d'un mensonge pareil d'un élève qui disait avoir été en classe alors qu'elle n'y était pas. Et là aussi, ce film montre bien qu'à chaque fois qu'un professeur est calomnié, après tout ça se met en branle, le rectorat les lâche, les collègues les lâchent, etc. Donc c'est François Civil qui joue le prof. Et ça va être intéressant de voir les réactions de la presse, puisque tout est idéologique. Alors ça a commencé, hein. Ça a commencé, ça y est, François Civil, le réalisateur, parce que c'est l'histoire du réalisateur, doivent s'expliquer, il doit jurer que, parce que c'est une élève qui accuse son prof de harcèlement. Donc c'est pas un anti-MeToo, il faut croire, la parole des élèves, etc. Donc il essaye, ils font un pas de deux, mais effectivement, ça a commencé, Libération n'a pas aimé le film. Mais en fait, c'est en place, c'est parti. Non, mais c'est sidérant, parce que c'est la même chose que Bac Nord. Oui, c'est parti. C'est un cinéma. Alors il y a François Civil dans les deux films, le pauvre. Oui, c'est un cinéma qui témoigne d'une réalité. Et comme tout est vu aujourd'hui avec une grille idéologique, et au nom de « il ne faut pas faire le jeu de », on prend une position sur un film ou sur un livre. Non, mais c'est vrai Eugénie, après on partira pour Europe 1. Entre le paradigme de la victime qu'il faut croire, qui a toujours raison, c'est un peu l'ambiance dans laquelle nous vivons depuis plusieurs années, notamment quand elle est jeune, il faut croire, il faut entendre la parole des victimes, et la parole de l'adulte, du coup, qui est délégitimée. Et on le voit dans le cas de l'affaire Paty, c'était un mensonge d'une élève. Là aussi, c'est un mensonge d'une élève, donc il faut être aussi... prudent sur les allégations des élèves et des jeunes qui peuvent aussi mentir. Les jeunes peuvent mentir. Exactement. Mais il n'y en a qu'un qui ne ment pas,
c'est Thomas Hill, puisqu'il a la vérité, la sincérité et l'honnêteté chevillée au corps. C'est trop. Vous avez des petits-enfants, donc dimanche, ça va être le jardin. On va aller à la chasse aux œufs, évidemment.